L'Afrique du Sud et le Nigeria veulent désamorcer les tensions xénophobes. Dans ce cadre, une plateforme de dialogue sera créée. Le Sénat colombien adopte une réforme constitutionnelle et ce, en créant un système judiciaire spécial pour juger les crimes de guerre. Et nous ferons un tour par les États-Unis dans cette édition. Le ministre de la Santé des États-Unis défend l'abrogation de l'Obamacare. Concernant la Guinée, j'aimerais dire que le gouvernement devrait s'investir dans l'éducation de ces jeunes. Nous sommes ici, nous sommes étrangers, nous avons quelque chose à payer. Nous ne payons pas la même somme que les Ivoiriens. Donc j'aimerais demander au gouvernement guinéen d'aider ces étudiants à payer la scolarité parce que ce n'est pas facile pour nous. Aucun soutien de l'État béninois, effectivement, c'est mon père qui se charge des coûts au niveau de la scolarité, c'est assez élevé quand même. Et puis pour un cursus de 3 ans, vraiment, c'est assez élevé. Au niveau de la restauration également, c'est de ses fonds propres qu'il essaie de s'occuper de tout ça. Vraiment, c'est vraiment pas facile au niveau du coût de la formation ici au fait pour les étudiants étrangers qui ne bénéficient d'aucun soutien. Voilà tous les problèmes que rencontre la Guinée actuellement et j'aimerais apporter ma pierre à la recherche de solutions pour mon pays. Mais ça ne peut pas se faire sans l'aide de l'État guinéen. Lorsqu'on est venu ici, on a trouvé des Ivoiriens, des Camerounais, plusieurs nations, mais ils ont été humbles avec nous, ils ont été gentils, on a pu s'intégrer. Alors des fois on est malade, mais il faut demander à des amis pour qu'ils nous aident. Que les Nigériens doivent revoir, surtout sur l'échelle nationale même, que ce soit au Niger, que ce soit aux étudiants qui sont à l'étranger. Il y a toujours un retard dans les paiements. Le président par intérim au Nigeria, Yemi Osinbajo, vient de nommer, avec l'accord du Sénat, Walter Onogen en tant que juge en chef du Nigeria. Osinbajo, en prenant la parole, demandait au tout nouveau président de l'appareil judiciaire de rétablir la confiance dans le pouvoir judiciaire. Le président par intérim a par ailleurs noté qu'Onogen a pris ses fonctions à un moment crucial dans l'histoire de la nation nigériane. Le président en exercice, qui a également décoré Onogen avec le titre de grand commandant de l'ordre du Nigeria, a déclaré que les juges doivent être considérés comme justes puisque personne ne les a forcés d'être juges. La simple perception de la malversation judiciaire empoisonne les eaux de la justice et encore moins la réalité, alors que les retards dans l'administration de l'appareil judiciaire au Nigeria créent souvent un retard dans la bonne marche de l'administration. Le président en exercice, Yemi Osinbajo, a déclaré lundi qu'il a discuté avec le président Muhammadu Buhari, qui est actuellement en vacances à Londres, en disant que celui-ci a exprimé ses vœux personnels et ses félicitations au chef de la justice. Dans ses remarques, le tout nouveau chef de la justice nigériane a remercié le président et le Sénat de le trouver digne, soulignant que sa confirmation est un signe d'apaisement et le vrai travail consiste à ramener la confiance entre le peuple et l'appareil judiciaire au Nigeria. Xénophobie constante en Afrique du Sud. La persistance du phénomène inquiète et impose réflexion. Les gouvernements de l'Afrique du Sud, théâtre de cette pratique, et du Nigeria ont annoncé lundi la création d'une plateforme de dialogue. Celle-ci sera destinée à prévenir la répétition des attaques anti-immigrés qui ont récemment agité plusieurs quartiers de Pretoria et Johannesburg. Nous avons décidé qu'en plus de tous les mémorandums of understanding et accords que nous avons signés, nous allons nous inspirer de ça en établissant un centre d'alerte qui sera coordonné par des officiels et des ministres faisant partie du groupe de sécurité. Ce centre d'alerte que nous allons mettre sur pied se réunira dans les 2 pays tous les 3 mois. De cette façon, nous aurons ce problème au premier plan
nous ne le quitterons pas des yeux afin que toute action préventive ou mesure soit prise le plus vite possible. Nous pensons que la communication est cruciale. Nous croyons que la diffusion du discours positif est importante. Nous devons chérir les entreprises sud-africaines au Nigeria et les Nigérians ici en Afrique du Sud, leur dire que leurs gouvernements sont déterminés à assurer leur sécurité et le respect de tous leurs droits. Nous reconnaissons aussi que tous les Nigériens d'Afrique du Sud ont des activités légales. C'est le cas pour la grande majorité. La grande majorité contribue énormément à créer une société sud-africaine dynamique. Les flambées de violences anti-immigrés sont fréquentes en Afrique du Sud, dont le niveau de vie attire des millions d'étrangers, souvent accusés, dans un contexte de fort chômage, de voler le travail de la population locale et de nourrir la criminalité. En hommage à un sous-officier français tué il y a 5 ans en France par le djihadiste Mohamed Merah, une émouvante cérémonie du souvenir a été organisée ce week-end à Mdik, dans le nord du Maroc. Près d'une centaine de personnes, dont de nombreux officiels marocains et français, lui ont rendu hommage en présence de membres de sa famille. Ahmed, je pense, il est là-haut, il est content. Il est content pour aujourd'hui et tous les jours. Parce que je ne l'ai jamais abandonné. Il est toujours avec moi. Cette force, elle est là. Elle est présente. Vous savez, dans mon sac à main, son béret, il ne me quitte jamais. Ahmed est toujours présent. Il n'est pas mort. Et je dois faire vivre les autres. Je dois tendre la main aux autres. À cette jeunesse qui sont perdues, qui sont livrées à eux-mêmes, qui manquent d'amour, qui manquent d'éducation. Et ça, c'est à nous les modèles qu'on doit sauver cette jeunesse, parce que c'est l'avenir de demain. Que ce soit au Maroc ou dans le Maroc. Vous avez su rester fidèle aux valeurs de la France et du Maroc. Contre le fanatisme, nos deux pays font front commun. Depuis 5 ans, votre combat a montré l'échec total de la folle entreprise de l'assassin du 11 mars 2012. Imad est devenu le symbole d'un pays qui, face à l'adversité, est capable de préserver son unité et son attachement à la liberté. Militaire français d'origine marocaine, Imad Ibn Ziaten est l'une des 7 personnes tuées par le tueur djihadiste entre les 11 et 19 mars 2012 dans le sud de la France. Aéroport Félix Houphouët-Boigny de Abidjan, il est 19h35 heure locale. 2 mamans vont vivre dans quelques instants une scène chargée d'émotions. Yasmine, qui souffrait d'une anomalie physique rare au niveau du pied, retrouve sa mère après un séjour d'1 année dans un hôpital pour enfants basé dans l'État de l'Illinois aux États-Unis. Au même moment, Dominique, 9 mois, lui aussi atteint d'une déformation au niveau du dos, s'apprête à prendre l'avion pour la toute première fois pour les États-Unis, dans l'espoir de retrouver sa mère dans quelques mois à Abidjan, débarrassée de ce mal. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de joie de savoir que bébé Dominique aura la possibilité de partir se faire soigner, revenir et avoir, on va dire, une vie la plus agréable possible en fait. Et c'est une grande joie pour nous d'avoir pu y contribuer. Et on a beaucoup d'admiration pour l'ONG Children Hope. Children Hope, c'est le nom de cette ONG basée à Abidjan depuis quelques années et qui a permis à une vingtaine d'enfants et leurs familles de vaincre ces pathologies et surtout de surmonter le regard de la société qui manque parfois de tendresse à l'égard de ces enfants défavorisés physiquement. La prise en charge d'un enfant depuis la Côte d'Ivoire jusqu'aux États-Unis pour y subir des soins est estimée à environ 4 millions de francs CFA. Les enfants reçoivent des soins gratuits là-bas, mais bien avant le voyage, il y a tout un processus à pouvoir mettre en place pour pouvoir les évacuer jusqu'aux États-Unis. Pour Bonnie aérienne,
Le temps a suspendu son vol depuis qu'elle a rencontré cette ONG et posé ses pieds à l'aéroport d'Abidjan. Plus rien ne compte si ce n'est que le bonheur de son fils. Désormais, chaque minute, chaque mois qui les séparera sonnera comme un supplice. Mais elle semble plus que jamais convaincue que Dominique franchira dans quelques mois cette même porte qui les sépare aujourd'hui, avec le sentiment d'avoir remporté une grande bataille. Yasmine, elle est revenue avec une couronne. Réforme du système de santé aux États-Unis. Le sujet nourrit d'où le débat. Les conclusions d'un rapport du Bureau du budget du Congrès véhiculent que des dizaines de millions d'Américains n'auront plus la couverture maladie si le projet républicain de réforme du système de santé était adopté. La réforme effacerait ainsi une bonne partie des acquis d'Obamacare, la loi de 2010 signée par Barack Obama, que les républicains souhaitent abroger rapidement comme symbole de leur retour au pouvoir. Dès 2018, année des élections législatives, il y aura 14 millions d'assurés en moins. Trumpcare serait un cauchemar pour les Américains. Des millions d'Américains perdraient leur couverture maladie et des millions d'autres verraient le coût de leur couverture augmenter. En termes de couverture maladie, c'est immoral. En ce qui a trait à donner de l'argent aux plus riches au détriment des familles de travailleurs, c'est mal et c'est indécent. Tom Price, ministre américain de la Santé, réfute énergiquement ces conclusions. Le bureau du budget du Congrès a vu une partie de notre plan, pas sa totalité. Nous désapprouvons énergiquement ce rapport. Nous pensons que notre plan couvrira plus de gens à un coût bien moindre et leur donnera le choix sur la couverture qu'ils veulent pour eux et leurs familles, plutôt que ce que le gouvernement veut les forcer à acheter. En proportion, 19% des moins de 65 ans vivraient sans couverture maladie contre 10% aujourd'hui. Dans les années suivantes, les plus pauvres seraient majoritairement frappés par la réduction des aides publiques. Ces chiffres sont plus élevés que ce que craignaient de nombreux élus républicains modérés qui s'inquiètent d'un retour en arrière au nom de la libéralisation du système de santé. L'opposition démocrate s'est immédiatement saisie du rapport pour demander le retrait du projet républicain. Le Sénat colombien a approuvé ce lundi par 60 voix pour et 2 voix contre une réforme constitutionnelle créant un système judiciaire spécial pour juger les crimes de guerre. Élément clé de l'accord de paix conclu en novembre dernier à l'issue de 4 ans de négociations entre le gouvernement et la guérilla des FARC, le texte avait déjà été approuvé auparavant par les députés colombiens. La réforme instaure un dispositif appelé Système intégral de justice, de vérité, de réparation et de non-répétition qui comprend 3 mécanismes. Une commission pour la vérité, une unité pour la recherche des personnes considérées comme disparues pendant le conflit entre les FARC et les forces gouvernementales et une juridiction spéciale pour la paix. L'accord de paix entre les forces armées révolutionnaires de Colombie et le gouvernement du président Juan Manuel Santos prévoit que les guérillos déposent progressivement leurs armes dans un délai de 180 jours à partir du 1er décembre, un processus supervisé par les Nations Unies qui doit être achevé fin mai. Il comporte aussi une loi d'amnistie qui a été approuvée en décembre par les députés et les sénateurs, mais dont sont exclus les auteurs de crimes contre l'humanité, lesquels seront soumis à la juridiction spéciale pour la paix. Le Parlement britannique a approuvé ce lundi le projet de loi historique autorisant le gouvernement à déclencher le Brexit. Cette approbation en deuxième lecture ouvre la voie au déclenchement du divorce entre l'Union européenne par la première ministre Theresa May et intervient quelques heures après l'annonce par la première ministre écossaise Nicola Sturgeon qu'elle allait demander un nouveau référendum d'indépendance fin 2018 ou début 2019, faisant planer une menace d'éclatement du Royaume-Uni. Pour exprimer leur mécontentement, quelques centaines de manifestants se sont réunis à Parliament Square.
Le Brexit, c'est une folie de Theresa May et son gouvernement dans le but de nous diviser. Nous ne faisons qu'un seul peuple. Aujourd'hui, nous essayons de faire comprendre que nous sommes citoyens de l'Union européenne et que nous ne laisserons personne nous diviser. Je ne pense pas que Theresa May et son gouvernement nous écoutent assez pour le moment. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas sûrs de ce qui se passe. Et moi aussi, je ne sais pas si je dois demander un certificat d'enregistrement pour ma petite amie allemande. Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans les prochains mois si elle essaye de partir puis de revenir. Theresa May devait intervenir ce mardi en milieu de journée devant le Parlement pour informer les députés du contenu du dernier sommet européen de Bruxelles.